Nous avons souhaité, avec mes vice-présidentes, vous réunir pour que nous puissions vous parler de notre plan de soutien aux bâtiments et aux travaux publics, puisque nous avons souhaité privilégier une action forte pour les entreprises de ce secteur pour pouvoir créer de l'emploi. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, le secteur du bâtiment et des travaux publics connaît des commandes en diminution, tant sur le secteur public que sur le secteur privé. Des actions ont été menées au niveau gouvernemental, tout particulièrement sous le ministère de Sylvia Pinel, mais nous avons souhaité également avoir une action forte au niveau de la majorité régionale pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que nous voulons que la création d'emplois, bien sûr, soit la priorité de l'action régionale, et création d'emplois avec des emplois non délocalisables, tout particulièrement dans les petites entreprises et sur tous les territoires. Avec le secteur du BTP, nous remplissons bien sûr ces conditions, puisque 90% des entreprises du bâtiment et des travaux publics sont des TPE, et elles sont réparties sur tout le territoire régional, c'est-à-dire que nous voulons avoir une action de la région qui irrigue l'ensemble des acteurs. Et puis, ce que nous voulons également, c'est investir, c'est-à-dire avoir un engagement financier fort, c'est également équiper la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées en termes d'établissements d'enseignement, en termes ferroviaires ou routiers, mais aussi avoir une action volontariste sur tout ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique, parce que nous avons un programme ambitieux qui va être développé, et Agnès Langevin est en train d'y travailler. Nous voulons avoir une action forte pour la transition énergétique, et nous devons, à travers le soutien aux travaux de rénovation énergétique, être leader. C'est à travers des dispositifs comme l'éco-chèque, c'est-à-dire donner un chèque aux particuliers pour financer leurs travaux d'isolation, par exemple, que nous pouvons ainsi avoir une action environnementale forte, également une action sur l'allègement des charges, donc un gain du pouvoir d'achat, mais également faire travailler toutes les entreprises sur tous les territoires. Parce qu'avec un éco-chèque, nous pouvons faire travailler des entreprises qui sont à Pont-Saint-Esprit, comme à Montpellier, comme à Rivesaltes, ou également comme dans des petites communes de l'Aude. C'est ce que nous voulons avoir avec le dispositif de l'éco-chèque. Pour nous, c'est un engagement qui est significatif, qui va permettre d'avoir aussi une nouvelle commande publique régionale. Parce que nous ne voulons pas résumer notre soutien aux bâtiments et aux travaux publics juste par des engagements financiers et budgétaires. Nous voulons également mettre en place une nouvelle pratique de la commande publique régionale en facilitant tout particulièrement l'accès aux petites entreprises pour les marchés publics. Alors là, nous allons avoir des présentations qui seront fortes sur le marché public, qui vont avoir en fait une évolution avec des plus petits lots. C'est le système bien sûr de l'allotissement pour permettre aux entreprises de pouvoir répondre. C'est également le système de préinformation, c'est-à-dire que nous allons 6 mois avant informer les entreprises des marchés publics que nous allons lancer. Ainsi, les entreprises peuvent se préparer et peuvent éventuellement se regrouper. C'est également des dispositifs qui vont concerner les garanties financières ou les avances, parce que souvent, les entreprises nous demandent, dans une période de crise comme nous connaissons, de pouvoir avoir un engagement, un paiement au moment où ils commandent les fournitures, et non pas juste à la fin du chantier, comme cela se fait habituellement en comptabilité publique. Et dans cette nouvelle commande publique régionale, nous voulons également favoriser les circuits courts et également favoriser les filières. Donc, favoriser les circuits courts en utilisant tout particulièrement les clauses sociales et environnementales comme critères de choix des entreprises, parce que nous ne serons pas sur un choix du moins 10 ans, mais dans le mieux 10 ans,
et dans les critères de choix du mieux-disant, il y aura l'impact environnemental, bien sûr, de l'entreprise, mais il y aura également les dispositifs d'insertion menés par les entreprises candidates, que ce soit aussi bien au niveau par exemple, de l'apprentissage que des demandeurs d'emploi. Et puis, c'est un dispositif qui se veut complet aussi sur l'ensemble des marchés publics que peut lancer la région. Je pense tout particulièrement à la restauration collective, où là aussi, dans le cadre des lycées, des centres de formation d'apprentis, nous vous souhaitons, au niveau des cantines, favoriser l'utilisation de produits locaux, donc bien sûr de proximité, et c'est à travers là aussi une redéfinition de la commande publique sur laquelle nous allons travailler avec les intendants des lycées, avec les chefs cuisiniers. Donc, comme je vous l'indique, un plan de soutien aux bâtiments de travaux publics, plus de 800 millions d'euros qui seront engagés et une nouvelle commande publique régionale. Plus de 800 millions d'euros, c'est bien sûr ce que nous allons voter lors du budget primitif du mois de mai, mais c'est également ce que nous allons dépenser pour le bâtiment et les travaux publics sur l'année 2016. C'est-à-dire ce ne sera pas que des inscriptions de crédit, ça sera des consommations également de crédit, des commandes passées sur l'année 2016, parce que nous connaissons les techniques budgétaires qui peuvent être limitées à des annonces. Nous, ce que nous voulons, c'est sur l'année 2016, avoir un engagement financier, c'est-à-dire nous avons injecté dans l'économie plus de 800 millions d'euros, et en votant plus de 800 millions d'euros également lors du budget primitif 2016, c'est-à-dire que nous enclenchons également des commandes pour l'année 2017. Parce que nous savons que sur certains dossiers qui nécessitent par exemple une mobilisation du foncier, il peut y avoir un certain temps qui est nécessaire pour la mise en œuvre. Et donc comme ça, nous commençons à engager aussi le plan Marshall sur l'année 2017. Donc nous avons des nouveaux travaux qui seront prévus dans le cadre du budget primitif 2016. Je peux citer par exemple des travaux sur Port-la-Nouvelle, sur le quai S2 et sur la plateforme Nord, plus de 30 millions d'euros. Je peux également citer l'école d'infirmières de Auch, citer le lycée Charlemagne de Carcassonne, ou également des déviations routières. Mais c'est aussi, comme je l'indiquais, un objectif fort en matière de rénovation énergétique, parce qu'il y aura plus de 30 millions d'euros pour la réhabilitation de logements privés, mais également réhabilitation de logements sociaux et de logements étudiants. Ça, c'est un point qui est essentiel, et c'est pourquoi je ne cesse de rappeler la nécessité de signer le contrat de plan État-région sur Montpellier pour que nous puissions engager les travaux qui sont prévus pour les logements étudiants. C'est indispensable, c'est entre autres un des axes du volet territorial sur la métropole montpelliéraine, mais là, nous sommes en train de prendre du retard et c'est dommage. Et puis également, ce sera, comme je vous l'ai indiqué, tout au long de l'année 2016, des travaux qui seront accélérés pour que nous puissions nous mobiliser. Des travaux sous maîtrise d'ouvrage région, mais également des travaux où nous allons travailler en partenariat avec les conseils départementaux et également avec l'État. Donc les travaux, c'est par exemple sur 7, le quai Mayol qui va être, les travaux vont débuter, le marché public va être lancé là d'ici quelques jours. C'est également par exemple la restructuration du lycée Joffre de Montpellier pour plus de 24 millions d'euros. C'est également tout ce qui concerne par exemple, la rénovation du lycée Rive-Gauche à Toulouse. C'est aussi le campus Saint-Éloi à Rodez. C'est également en Lozère plus de 5 millions d'euros sur le lycée Pétavin à Mende. C'est également la réhabilitation dans le lycée Arago de nombreux équipements à Perpignan, ou c'est par exemple la restructuration du lycée de Pamiers, pour ne vous donner que quelques exemples. Donc bien sûr nous avons
les opérations sous maîtrise d'ouvrage de région, avec les lycées, avec les CFA, pour donner les meilleures conditions d'accueil à nos jeunes, mais c'est également dans le cadre de la transition énergétique, la lutte contre les inondations et tout particulièrement c'est la sécurisation des digues du Rhône au niveau de Beaucaire qui vont être également engagées pour une participation de la région de plus de 11 millions d'euros. Là aussi, sur Montpellier, nous souhaitons, à travers la signature du contrat de plan État-région, engager tous les travaux autour du papy lèse qui sont indispensables en termes de sécurisation. Donc voilà les grandes lignes que je souhaitais porter à votre connaissance. Dans le dossier de presse, vous avez encore plus de détails sur les opérations qui sont envisagées, mais surtout c'est vous indiquer que c'est un travail qui est mené de façon partenariale, puisque nous avons rencontré avec l'ensemble des vice-présidentes les fédérations, les chambres consulaires et également le secteur bancaire. Et ça, c'était un point essentiel. Tu souhaitais, Nadia, en effet, que nous puissions aboutir à une convention avec le secteur bancaire pour pouvoir soutenir l'économie. Et nous allons mener 2 groupes de travail. Un groupe de travail avec les fédérations donc du secteur et également avec les consulaires qui va nous permettre d'élaborer une convention sur la nouvelle commande publique régionale qui sera donc de plus petits lots, des avances de trésorerie, qui sera également un système de préinformation. Il va y avoir également un didacticiel qui sera prêt pour le mois de juin. Nous avons donc de nombreux dispositifs qui sont mis en œuvre. Là, ce sera une convention qui mettra de façon partenariale cette nouvelle commande publique régionale, mais nous aurons une deuxième convention avec le secteur bancaire où nous allons élaborer des produits financiers, c'est pour le mois de juin et nous aurons donc les signatures au cours de l'été avec une mise en œuvre bien sûr très rapide et ce que nous souhaitons d'ici la fin de l'année, c'est construire un contrat de filière bâtiment pour que dans ce contrat de filière, il y ait des engagements et en matière de recherche, en matière d'innovation, en matière de formation et en matière également de structuration des entreprises et tout particulièrement des petites entreprises. Sur la formation, Béatrice Négrier pourra vous le développer. Nous savons que le secteur du bâtiment et des travaux publics est un des premiers employeurs pour les apprentis. Et c'est un secteur aussi où malheureusement il existe encore des emplois non pourvus. Nous devons vraiment donner une nouvelle image de l'apprentissage et tout particulièrement du secteur des bâtiments et des travaux publics. Donc dans ce contrat de filière, le volet formation va avoir une importance toute particulière, mais nous avons senti que la profession est consciente de cet enjeu. Il faut amener des jeunes vers le secteur du bâtiment et des travaux publics et c'est pourquoi la région souhaite également qu'au niveau de l'activité économique, il y ait un renouvellement et une montée en puissance, bien sûr, des chantiers. Donc voilà un peu les dispositifs que nous souhaitons mettre en œuvre, le calendrier, et puis juste finir également que la région, elle doit donner l'exemple en matière d'innovation, c'est-à-dire que nous laisserons la place à l'innovation dans le cadre de nos marchés publics en favorisant des filières innovantes comme la filière bois, la filière également pierre, qui sont en train vraiment d'avoir des réflexions très intéressantes sur la nouvelle construction en pierre, et puis également sur des process qui peuvent être valorisés. La région, elle doit démontrer que l'innovation, elle est dans nos gènes, et nous devons par la preuve, par l'exemple, dans le cadre de nos marchés publics, donner la chance à des entreprises innovantes de pouvoir mettre en œuvre leurs nouveaux procédés et qu'ils soient en fait démontrer de leur adaptation à la réalité et surtout que nous voulons construire cette région pour le XXIe siècle. Sur la part de l'État, pour pouvoir débloquer des opérations de contrat de plan qui étaient vous envisagez? Oui, tout à fait. Ça, nous y avons travaillé avec monsieur le préfet de région et nous allons en effet, sur plusieurs opérations qui sont prévues dans le contrat de plan État-région, pouvoir avancer. La région va pouvoir avancer, en effet. C'est le cas, par exemple, sur le contournement de Rodez qui va se mettre en œuvre, certainement également sur Gimont. Et nous sommes en train de travailler avec l'État et avec le conseil départemental pour sur le contournement ouest de Montpellier. Voilà.
rapport à ce CPER, Philippe Sorel est toujours sur la même ligne. Qu'est-ce qui bloque alors finalement? Quand est-ce que ça va se débloquer? Parce qu'il faudra bien le signer un jour. Oui, je pense qu'il sera signé un jour. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du retard. Parce que la région comme l'État, on a signé tous les volets territoriaux sur les 13 départements et sur toutes les agglomérations ou métropoles. Voilà, la dernière qui reste à faire, c'est sur Montpellier. Donc je l'ai renouvelé à Philippe Sorel, ma volonté qu'on puisse signer très rapidement. Je l'ai renouvelé lors de notre premier rendez-vous officiel, le 1er février. Je l'ai encore rappelé ces derniers jours. Donc voilà, nous voulons en effet pouvoir signer rapidement pour pouvoir, comme je l'ai indiqué, mettre en œuvre des opérations qui prennent du retard sur le logement étudiant, sur également des travaux qui sont prévus sur les communes de la métropole, sur Villeneuve-les-Maglones. Nous avons également des travaux à prévoir sur l'Arc au point de vue archéologique. Nous avons également au niveau de la prévention des inondations, également de l'irrigation avec soit, comme je l'ai indiqué, le Papilès, soit Aqua Domitia, des projets qui sont en suspens. Donc nous avons aussi au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche de nombreux projets qui seraient à mettre en œuvre. Donc la région a rappelé sa volonté, Damien Alary l'avait fait, depuis le mois de juillet, nous demandons à signer ce volet territorial du contrat de plan. Vous étiez venu avec Philippe Sorel et on avait assisté à l'issue de votre rencontre, où le tempo visiblement était à la discussion et au dialogue. On s'est aperçu depuis Enjoy que c'était un peu plus compliqué que ça. Vous l'imaginez comment la suite des événements? Vous savez, moi ce que je veux, c'est travailler pour Montpellier. Moi, les histoires du passé, elles ne m'intéressent pas. Moi, ce que je veux construire, c'est l'avenir. Je suis sur cela. Moi, je parle projet. Montpellier a besoin d'équipements. J'ai également écrit au président du conseil départemental et au président de la métropole pour la déviation de la RN 113. Kléber Mesquida m'a déjà répondu, m'indiquant qu'il était favorable à une réunion. J'attends la réponse également du maire de Montpellier, que je n'ai pas pour l'instant. Je pense qu'il faut dépasser. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la campagne. Voilà, Philippe Sorel n'avait pas souhaité travailler avec moi pour l'élaboration d'une liste commune. Il s'est présenté, il a mené la campagne qu'il a souhaitée. Je suis présidente de la région. Moi, ce que je veux, c'est construire, c'est faire. Moi, j'ai la volonté d'agir pour les Montpelliérains, pour les habitants de la métropole. Il y a de nombreux équipements, je cite la déviation de la RN 113, des équipements également pour les étudiants qui sont indispensables, des équipements pour la protection des populations par rapport, je veux dire, aux phénomènes climatiques ou à des risques d'inondation. Voilà, donc je suis volontariste et par nature optimiste. Est-ce qu'il y a des points de désaccord précis sur l'élaboration de CPER? Est-ce que vous n'avez pas... Non, il n'y a pas de... Enfin, je n'ai pas de la part du président de la métropole de points dans le CPER qui... Voilà. Non, le CPER, c'est pour faire... Il a déjà été discuté, voilà, il a été déjà concerté. Moi, depuis le mois de juillet, depuis le mois de juillet, il est stabilisé, quoi. Il est signé, enfin, voilà, je peux vous dire ça, il est signé partout, quoi. Voilà, il est signé partout, sauf à Montpellier. Ce que lui dit, c'est que le volet métropolitain va pris en compte dans le CPER, d'après lui. Ah, il y a quand même 30 millions d'euros de la région sur le volet métropolitain. Hein. Enfin, moi, si, c'est ça, je pouvais essayer. Ligne par ligne, il est détaillé. C'est-à-dire, vous avez le volet routier, vous avez le volet ferroviaire, vous avez le volet enseignement supérieur recherche, vous avez le volet politique de la ville, énergie, volet environnement. Voilà, c'est le site archéologique de Latte, le château de Castries, enfin, le volet culturier. Enfin, vous avez, comme tous les autres volets des agglomérations, quoi. Du mal à comprendre ce qui bloque. Bah écoutez, je ne peux pas... Ça a l'air très technique. Non mais vous savez, moi je ne peux pas vous parler à la place de Philippe Sorel.
vous avez pu voir quand même qu'on n'avait pas toujours les mêmes logiques, donc c'est d'autant plus difficile pour moi d'en parler. Voilà. Sur 800 millions d'euros du plan Marshall, est-ce qu'on peut estimer la part de ce qui vient en plus des opérations, des crédits qui étaient déjà prévus, qui auraient été engagés? Oui, c'est-à-dire... Oui, tout à fait. On est plutôt sur, à l'attention du bâtiment et des travaux publics, on était plutôt en moyenne sur 600 millions d'euros ces dernières années, et là on monte donc à 800 millions. Voilà. Et sur des projets emblématiques comme le doublement de la 9 et de la gare de la Mougère, est-ce que dans le financement de ces 800 millions, vous allez intervenir pour compléter par exemple les liaisons la Mougère, Montpellier. Vous voulez parler du prolongement de la ligne 1? Oui, par exemple. Alors, alors là, tout ce qui concerne le tram, c'est en dehors du CPER. C'est en dehors du CPER, mais ça sera dans le cadre de l'investissement. Et c'est vrai que, je veux dire, ça je l'avais également indiqué, que la région était tout à fait prête à participer au financement du tram. Mais ça, le tram, ça n'a jamais été dans le CPER. Voilà. Et bon, je pense que c'est indispensable, quoi. Oui, c'est indispensable. Oui, le prolongement de la ligne 1 est indispensable. Oui, tout à fait. Mais sachant qu'en attendant le prolongement de la ligne 1, on peut faire des navettes par bus. Est-ce que la façon qu'il a eu de prendre à la présidence de Montpellier Events va pas un peu plus refroidir vos relations? Bon, vous savez, je me suis exprimé sur ça. J'ai indiqué que voilà, Philippe Sorel ne respectait pas un accord. J'en prends acte. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas baigner dans les affres du passé. Voilà. Moi, je veux construire l'avenir. Je veux agir. Donc, on ne va pas parler toujours des personnes. Moi, je vous parle projet. Moi, je ne suis pas là pour attaquer les personnes, pour régler des contentieux qu'il y a de 10, 20 ans, des rancœurs. Moi, tout cela, ça ne m'intéresse pas. Je ne le fais pas dans mon territoire d'origine, je vais encore moins le faire à Montpellier ou à Nîmes. Voilà. Moi, je suis la présidente de région, avec mes vice-présidentes et avec l'ensemble de ma majorité. On est là pour travailler, pour apporter aux Montpelliérains des équipements, des services qui sont à la hauteur d'une métropole de niveau européen. Voilà. Donc maintenant, on regarde l'avenir. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce genre d'attaque personnelle mesquine. Voilà. De façon plus générale, nos concitoyens, ils n'en peuvent plus de cela. Et quand on a le Front National, qui est au niveau que nous connaissons, tout particulièrement, on va en parler voilà, ici dans l'Hérault, mais de façon même générale sur cette région, voilà, on doit avoir de la hauteur. On doit prendre en compte l'intérêt général. Les histoires de revanche, mais on m'avait dit si, on a fait stop. Voilà. On est élu, on est en responsabilité, on est là pour bâtir, on est là pour agir. Moi, je vais sur le terrain, j'écoute les gens, je réfléchis, et après, avec mon exécutif, on décide. Voilà. Donc, sur Montpellier, sur la métropole, sur l'Hérault, comme sur la Lozère, comme pour le Gers, ce que nous voulons, c'est bâtir. Dans le cadre des compétences de la région, c'est tout d'abord, bien sûr, le développement économique, c'est aider les entreprises à investir, c'est aider les entreprises à s'adapter au nouveau contexte, à avoir de l'innovation, à avoir du développement, c'est également de la formation. C'est indispensable, formation avec nos jeunes, les lycéens, les apprentis, mais également formation des demandeurs d'emploi. Nous nous engageons dans le plan 500 000, c'est-à-dire nous allons former 30 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Actuellement, nous formons 61 000 demandeurs d'emploi. Nous allons rajouter 30 000 de plus pour justement lutter contre ce taux de chômage qui est élevé. Nous voulons engager la région dans une transition énergétique qui soit remarquée et remarquable. Nous avons de nombreux enjeux à relever. Nous voulons aussi soutenir la culture. C'est pour ça que j'ai fait exprès de citer des projets culturels aussi sur le territoire métropolitain. Tout à l'heure, voilà, dans quelques minutes, nous allons attribuer
les premières subventions aux associations culturelles, comme je m'y étais engagée. J'avais bien dit qu'il n'y aurait pas d'année blanche à notre première commission permanente. Nous allons donner les premiers acomptes de subventions pour les associations culturelles, pour qu'elles n'aient pas de problème de trésorerie, qu'elles puissent agir. Voilà, moi, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Oui, tout à fait, je vous confirme que dans les établissements d'enseignement, ce sera la majorité qui représentera donc la région, puisque c'est la majorité qui porte une politique régionale d'éducation, de formation, voilà. Et donc ce seront les conseillers régionaux de la majorité qui seront les interlocuteurs des enseignants, des personnels de direction pour l'éducation qui quand même pour nous est une priorité. L'éducation est un des piliers de la République, donc c'est le programme de la région qui sera débattu et c'est également les valeurs de la République qui seront portées au sein des établissements d'enseignement. En dehors du musée d'Ingres à Montauban et du théâtre Garonne, est-ce que vous avez prévu des œuvres complémentaires au niveau de la culture? Ah oui, au niveau de culture, oui, oui, là il y a de... Oui, ça c'est des exemples... Oui, oui, non, mais il y a... Oui, notamment, je pense au musée de Narbonne sur la... Tout à fait. Oui, oui, mais bien sûr, on a en effet sur Narbonne le musée autour de la romanité. Il y a des investissements également qui sont prévus à l'ODEV, oui, également à Nîmes. Oui, c'est-à-dire il y a aussi bien de l'investissement muséal que de l'investissement à la création artistique, avec par exemple le cratère à Alès, comme ça spontanément. Il y a le site archéologique de Latte aussi, sur lequel nous allons intervenir. Voilà, donc il y a aussi à Sérignan, de mémoire. Voilà, donc, vous en êtes où avec la mairie de Narbonne concernant le musée de la romanité? Et nous allons, je vais rencontrer dans les prochaines semaines le maire de Narbonne, donc voilà, les choses sont en train d'avancer de façon plus sereine. Vous citez donc 800 millions d'euros, et dans le même temps, vous vous apprêtez à annoncer, à réclamer un moratoire à l'État sur notamment le chantier de la Maugère. Est-ce qu'il y a un paradoxe là-dedans? Est-ce que vous y voyez un paradoxe? Non, parce que le chantier de la Maugère, c'est un chantier parmi d'autres. Nous, ce que nous voulons avec la gare de la Maugère, c'est avoir la certitude que c'est une gare utile. C'est-à-dire, la gare de la Maugère, elle est utile dans le sens où elle permet de délester la gare à Saint-Roch, qui est déjà saturée en termes de TGV. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est quand même amener en premier des trains du quotidien. Et les trains du quotidien, ils doivent être développés tout particulièrement sur l'axe Lunel-7, où il y a des manques aux heures de pointe. Donc pour pouvoir avoir plus de TER sur les heures de pointe, sur l'axe Lunel-Montpellier 7, si vous verrez, là, nous devons avoir des sillons supplémentaires sur la gare Saint-Roch. D'où l'intérêt d'avoir une autre gare qui puisse accueillir les LGV. Donc je dis bien une gare qui puisse accueillir des LGV, voilà, dans un nombre important. Donc ça, c'est un sujet qu'on va travailler avec la SNCF. On ne peut pas construire, et dans le cadre, tu as raison, des états généraux du rail que nous allons lancer. Une gare, elle doit être utile. C'est-à-dire, il ne sait pas accueillir deux LGV par jour. Ce n'est pas ça l'utilité. Comment se passe les états généraux alors? Alors les états généraux, nous allons le voter donc, tout à l'heure, puisque nous avons une délibération sur ce sujet. Et donc nous allons engager une concertation avec une trentaine de réunions sur l'ensemble des départements. Également des questionnaires qui seront distribués dans toutes les gares. Voilà, nous allons débuter au mois d'avril les états généraux du rail et de l'intermodalité, c'est-à-dire que nous allons parler de train du quotidien, de TGV, nous allons parler également du fret ferroviaire. Ça, c'est un sujet sur lequel je suis très attachée, où il y a des vrais enjeux, et l'intermodalité en particulier entre le portuaire et le ferroviaire, sur Port-la-Nouvelle, sur Sète, nous avons là aussi des enjeux, sur l'Audeul-l'Ardoise également, voilà. Ouais. Vous avez expliqué que ces 800 millions d'euros, enfin, ce que j'en ai compris,
que cette action sur l'année 2016 servait aussi à mobiliser du foncier et des commandes pour l'année 2017. Je n'ai pas compris si les 800 millions d'euros, vous avez dit que ce serait 800 millions d'euros seraient consommés sur l'année 2016, oui. J'en ai compris. Oui. Mais vous enclenchez aussi des actions qui serviront en 2017, mais qui sont déconnectées des 800 millions d'euros. Tout à fait. C'est-à-dire, on est d'accord. C'est-à-dire, à la fin de l'année, au compte administratif 2016, vous verrez, il y aura plus de 800 millions d'euros dépensés pour le bâtiment et les travaux publics. Mais en 2016, nous allons voter des crédits dont une partie sera consommée en 2016, mais une autre partie sera consommée en 2017. C'est la fameuse visibilité dont je vous parlais, parce que nos entreprises, elles ont besoin d'avoir une visibilité supérieure à 6 mois ou à 1 an pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir anticiper. D'accord, mais ce n'est pas des autorisations de programme alors? On va bien au-delà Non, c'est bien des CP. C'est bien des crédits de paiement. Voilà. Mais les crédits de paiement, voilà, vous pouvez les voter dans une année, et parfois ils ne sont pas consommés de l'année. Voilà. Oui, mais sauf que vous allez le faire, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, mais bien sûr, non mais oui, tout à fait. C'est-à-dire, ce qu'on fait, moi je vais signer des mandats sur l'année 2016 à hauteur de 800 millions d'euros. Donc c'est-à-dire la région, elle va injecter plus de 800 millions d'euros au service du bâtiment et des travaux publics sur l'année 2016. Et en plus, dans le cadre des processus budgétaires, nous allons voter plus de 800 millions d'euros, ce qui permet d'enclencher, si vous préférez, des consommations de crédit sur l'année 2017. Quand vous commencez une école d'architecture, même si vous la commencez en 2016, les travaux ils durent sur 2 ans. Vous dites plus, vous avez une marge? C'est-à-dire là, je dis plus parce que nous commençons juste maintenant à travailler sur le budget primitif. Donc ça, c'est après des choix que nous allons faire au fur et à mesure de l'élaboration du BP que nous votons au mois de mai. Et le déblocage des fonds s'enclenche à partir de quelle date? Pas avant fin mai par rapport à ce que je peux lire sur le... Ah non, parce que si vous préférez, pour parler de technique budgétaire, les autorisations d'engagement de crédit budgétaire, elles ont été votées pour certaines en décembre et pour beaucoup en janvier, lors de l'assemblée plénière du 18 janvier. Donc c'est pour ça que là, à la commission permanente d'aujourd'hui, pardon, je dis de demain, non, c'est aujourd'hui, voilà, de maintenant, nous allons engager, nous allons affecter plus de 20 millions d'euros. Donc si vous préférez, les autorisations d'engager ces dépenses, je les ai. Voilà. L'engagement juridique, l'engagement budgétaire, je les ai déjà. Voilà. Et l'engagement juridique, ça commence maintenant, dans quelques minutes. Donc ça va s'étaler sur toute l'année 2016. Oui, tout à fait. Avec des axes prioritaires par rapport à ces budgets? Ah mais bien sûr, vous savez, quand vous faites un budget, vous définissez des priorités. Oui. Tout à fait. Oui. Est-ce que c'est possible de connaître la répartition de ces 200 millions par secteur? Combien pour le transport, combien pour le logement? Alors ça, on va... oui, voilà, vous avez... Non, mais tout à fait. Mais alors après, pour les 800 millions qui seront votés au budget primitif, vous les aurez au moment du vote, au mois de mai, vous aurez vraiment le détail par département ou par TP, bâtiment, par thématique. Oui, tout à fait, vous l'aurez ça. Voilà. Parmi les 800 millions d'euros qui vont être injectés, est-ce que vous avez calculé la part le poids financier le poids des investissements qui n'auraient pas pu être financés sans ce plan Marshall? C'est-à-dire là-dedans, il y a des projets qui étaient quand même prévus d'être financés par la région, lesquels n'auraient pas pu voir le jour sans ce plan Marshall. C'est-à-dire, non, mais c'est les 200 millions de plus, quoi, voilà. Oui, mais en gros, est-ce qu'il y a 2 ou 3 exemples que vous pourrez nous donner un peu forts d'investissements qui a priori n'auraient pas été actés pour 2016 mais qui ont été accélérés? Oui. Ben à ce moment-là, le très haut débit, le très haut débit, tout ce qui concerne aussi rénovation énergétique et franchement sur le portuaire, on va faire plus d'investissements que prévu. Voilà. Ça représente combien à peu près tout ça? 2 millions? Mais tout ça, juste je ne peux pas vous le dire comme ça parce que je ne l'ai pas calculé de cette façon, mais l'amplification, elle est de 200 millions. Et je vous dis, les secteurs prioritaires où on va massivement investir, plus que prévu, c'est sur le très haut débit, avec le conseil départemental de l'Aude,
Là, nous avons travaillé pour pouvoir engager les travaux dès septembre, c'est-à-dire les marchés publics là, vont être lancés maintenant par le conseil départemental. Sur les ports de la Nouvelle ou le port de Sète, nous allons investir plus que nous avons prévu. Et ensuite, sur tout ce qui concerne transition énergétique, là, nous avons décidé d'amplifier l'effort, tout particulièrement avec le COCHEC, avec les énergies renouvelables, énergie renouvelable marine, également énergie renouvelable telle que la méthanisation, et ainsi de suite. J'entends déjà certains de vos opposants dire que dans ces 800 millions d'euros, si vous passez de 600 à 800, c'est que vous avez englobé ou aggloméré des choses qui n'étaient pas agglomérées dans cette jusqu'à présent. Bon, écoutez, voilà. Ils vont nous le dire. Mais mes opposants voilà, parlent beaucoup, moi j'agis. Ouais. Ben oui. C'est un peu court. Non, attendez, non, c'est pas court, attendez. Non, c'est pas court quand même. Regardez le dossier de presse qu'on vous donne, c'est pas court. Voilà, quand même, je veux dire, en 2 mois, on bâtit un projet, c'est pas court. Je veux dire. Non, mais après, que la région a toujours investi. Bien sûr, je ne vais jamais dire que Martin Malvy ou Damien Alary n'investissaient pas, ou Christian Bourquin ou Georges Frêche, bien sûr. Mais là, on a décidé voilà, d'accélérer, de mettre dès le début du mandat un focus particulier sur le plan BTP. Vous avez dit que vous augmenteriez au fur et à mesure de votre mandat ce budget BTP. Est-ce que vous avez une idée en 2017 Non, parce que là, on est justement, pour l'instant, je ne peux pas vous donner de chiffres, puisque justement, on est dans le travail de la trajectoire budgétaire. Donc là, c'est trop tôt. Et voilà. Je vous rappelle que ça fait 2 mois juste qu'on est. Voilà. On parlait de contrat de filière bâtiment. Il y a un contrat de filière bâtiment qui a été signé il y a quelques mois par Damien Alary. Est-ce qu'il s'agit de l'étendre à Midi-Pyrénées ou de l'amplifier et de lui donner une autre envergure? Les deux. Et l'étendre sur l'ensemble du territoire et également l'amplifier. Voilà, parce que je disais que voilà, sur les aspects formation, innovation, on peut un petit peu le développer. Cette nouvelle commande publique, elle va être prioritairement destinée au TPE. C'est le dispositif de l'allotissement, c'est le dispositif des avances, c'est le dispositif du système de préinformation, c'est également la lutte contre le travail détaché, puisque là, dans la nouvelle commande publique régionale, on va mettre en œuvre des dispositifs vraiment de contrôle plus forts sur le travail détaché. C'est également des règles par rapport à la sous-traitance. Donc ça, c'est vrai que notre plan Marshall, vous voyez, il a sous préféré 2 grands objectifs. C'est d'engagement financier, mais aussi une nouvelle pratique de la commande publique régionale pour que les TPE puissent plus facilement répondre aux appels d'offres que fait la région. Alors tout particulièrement dans le secteur du BTP, mais je l'ai tout à l'heure développé, dans le cadre de la restauration collective, des lycées ou des CFA, nous voulons développer également les circuits courts en matière agricole. Ce que nous faisons, nous mettons en place une nouvelle organisation où on va permettre de mutualiser. Donc c'est vrai qu'en termes de fonctionnement, sur ce qu'on appelle les fonctions support, on va pouvoir avoir plus de mutualisation. Et puis après, voilà, on fait une priorité de l'investissement. Mais en fait, 200 millions d'euros, c'est pas négligeable. Donc il faut effectivement les trouver. Oui, tout à fait, mais comme voilà, je vous l'ai déjà dit, nous avons quand même de la chance d'avoir une situation budgétaire voilà, qui est très saine et qui nous permet et d'autofinancer et d'emprunter à des taux voilà, qui sont très très faibles, hein, puisque nous sommes la région la mieux notée de France. Justement, en termes bancaires, vous parlez d'un partenariat avec les banques, vous allez contractualiser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que c'est aller inciter les banques à mieux prêter, à plus prêter? Est-ce que c'est un engagement financier de votre part à leur côté? Comment ça peut se contractualiser? Alors, l'engagement de la région, il est matérialisé par le cadre du plan Marshall, mais c'est après un montage de produits financiers avec les banques pour justement avoir des produits financiers qui correspondent mieux aux besoins, soit de la trésorerie, soit de l'emprunt des entreprises. Oui, mais c'est un montage dans lequel vous êtes partenaire agissant. On peut être partenaire, si vous préférez, par le biais de certaines sociétés de capitaux risques dans lesquelles nous sommes actionnaires. Alors, on n'est pas forcément actionnaire direct. Dans tous les cas, on est partenaire. Alors, de façon, si vous préférez, souvent par des structures dans lesquelles nous sommes nous-mêmes actionnaires. Lesquelles ?
Alors nous avons les Soridec, ainsi de suite, c'est tout le dispositif que nous pouvons mener, Soridec, IRDI, ainsi de suite. Voilà. Vous avez augmenté l'emprunt du coup de la région par rapport à le budget précédent. Alors on est en train de monter le budget, donc je ne peux pas vous répondre à ce jour. Oui. Voilà. Mais dans tous les cas, on aura toujours une gestion qui sera saine de la collectivité. Mais vous n'avez pas une idée si par rapport à 2015, le budget de la région sera plus issu de l'emprunt que en... Non, mais là, non, je ne vais pas. Voilà, je veux dire. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas dans des proportions majeures. L'augmentation, elle ne sera pas de proportions majeures. Ce sera des proportions raisonnées.